Ben, José, ben, présente-toi. Qui es-tu? Dis-nous tout. José Lalanne, donc je suis père de famille, j'ai 4 enfants, j'ai 9 petits-enfants, donc avec une famille nombreuse, donc j'ai une famille de 13 enfants, avec Ok. moi il y a 13 enfants, et je suis le neuvième de la fratrie. Il y a 8 filles et on est 5 garçons. Ouais. Voilà un petit peu en gros que, voilà, mon petit cursus dans le domaine familial. Familial, ouais. Donc une grande famille. Oui, une grande famille. J'ai reçu beaucoup d'affection. J'étais emmerdant, donc j'ai reçu aussi beaucoup de fessées. T'as équilibré les Ah, deux en voilà. fait. Mais j'ai toujours eu de l'écoute de la part de mes parents Ouais. et ils m'ont enseigné le respect. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a gravé mon esprit, de respecter. Ne pas avoir peur des gens, mais respecter. S'il faut parler, il faut parler. Si on n'a rien à dire, c'est pas la peine d'aller parler. Ok. Mais de parler à la bonne personne. Okay? Pas à peine d'aller faire des racontards. Tu as un problème, la personne avec qui tu as un problème, tu parles. Après, bon, s'il faut parler aux parents, tu parles aux parents, puis les parents vont se charger de parler aux parents d'autres personnes. Mais c'est ça, c'est vraiment une relation vraiment saine. Ce qui fait que les fessées que j'ai eues, pour moi, c'était justifié parce que j'étais vraiment emmerdant, quoi. Ouais, t'étais emmerdant. Donc déjà, merci de- d'être parmi nous, José. Je me rappelle qu'on s'est rencontrés ben, grâce à ton fils, Christopher, ben, qui nous a parlé de toi et bon, il nous a parlé de toi en bien. Et finalement, ben, tout ce qu'il avait dit, ben, c'était réel. Tu es vraiment une bonne personne. Moi, je suis vraiment content de t'avoir rencontré et d'avoir pu échanger avec toi. On va dire aujourd'hui, je te considère un peu comme un grand tonton, tu vois, Merci. qui me partage ben, son expérience de vie, etc. Et j'aime bien ben, échanger ben, avec des personnes comme toi qui sont ouvertes d'esprit et qui n'ont pas justement ben, perdu cet espoir de changer les choses, on va dire, dans le monde où on est. Et comme tu disais, t'as pris des fessées. Bon, moi, j'en ai pas pris énormément parce que je suis fils unique. Donc moi, je suis, on va dire, l'opposé de toi. Donc grande famille, moi, très très petite famille, très restreinte. J'ai quand même pris quelques fessées parce que oui, j'étais turbulent, ça c'est une vérité. Mais comme tu dis, ces fessées, elles étaient justifiées parce que tu étais conscient que tu les méritais, entre Oui, guillemets. oui, oui, oui. Et puis quand il fallait me donner des câlins, mais s'il fallait dormir dans le lit de ma mère, pourtant on était 13, moi je m'organisais à trouver le moyen d'aller dans le lit de mes parents, d'avoir des câlins de leur part. Non, non, on a eu à manger, on a eu l'affection, on a eu vraiment une éducation. Ouais, non, mais ça, moi je suis vraiment fier, très très fier de mes parents Ok. et aussi de mes frères et sœurs, mais là principalement mes parents, et qui nous ont permis d'être assez soudains entre frères et sœurs. Ouais, c'est Bon, important. avec les écueils d'une famille, Ouais. mais on arrive à gérer ça grâce à Dieu, que ça se gère bien, quoi. Ok. Ça, c'est une bonne chose de voir que dans une famille antillaise, souvent quand on parle des familles antillaises, on aime bien dire que ouais, qu'on peut pas s'entendre, etc., qu'on se déchire. Et finalement, bah, de voir que bon, toi, tu es un peu une exception et tu montres que c'est possible que dans une famille, bah, c'est pas que tout se passe bien, que tout Ah soit non, rose, mais mais voilà. on a géré. Juste une petite anecdote, quand mon père est décédé, il fallait faire la succession, on ne s'est pas occupé de ça du tout, parce Ok. qu'on n'était pas branchés. Et, et ma mère, pendant de l'âge, elle nous a dit, bon, mais j'aurais aimé vraiment que ça se fasse avant que moi je ne sois plus là. Ok. Et on a fait le nécessaire. Le, Ce qui m'a interpellé, parce que pour nous c'est tellement naturel, mais quand le notaire nous a dit, mais vous n'êtes pas conscient, il n'y a pas un quick dans votre famille, quoi, au Ouais. niveau succession. C'est comme il était à la poste. Tout est bien passé. Tout est bien passé. Ouais. Tous les 13, il n'y a pas, ouais, je veux 13 ça. en Les plus. 13. Ok. C'est- mais pour nous, on est habitué à fonctionner ensemble avec nos affaires. Et là, tout le monde. Et- mais c'est là que ça nous a d'autant plus interpellés. Ok. Mais parce que la succession, c'est un gros morceau. Oui, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Surtout chez nous. Ah, c'est un gros morceau. Ouais. Il y avait des incompréhensions, mais on a été aussi accompagnés
d'une personne qui était très ouverte et qui nous a expliqué effectivement c'est quoi. Parce que personnellement, ça ne m'intéressait pas, la succession. Il m'a dit oui, mais ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Si vous ne voulez pas, il faut s'assurer que vos enfants ne veuillent pas non plus. Et vos petits-enfants ne veulent pas non plus. Effectivement, il ne faut pas penser qu'à soi. J'ai dit, bon, ok, d'accord, je veux. Finalement, Parce que ça l'a enclenché. Et comme il nous a tellement bien expliqué, on a tous compris, d'accord, que maman étant là, faisons ce qu'il y a à faire. Après, on va céder les parts, vendre les parts à qui veut. Mais faisons ça pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde et que tout le monde... Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Vraiment. Non, mais on va dire, c'est bien d'entendre ça. Ça montre que, encore une fois, que c'est possible. Mais ça montre aussi une chose, c'est que, entre guillemets, tout part d'une éducation, en fait. Donc, si c'est parti, je pense, de l'éducation de tes parents, mais qui est peut-être partie de l'éducation de leurs parents, qui leur ont transmis des choses, qui fait qu'aujourd'hui, même si vous êtes 13, vous auriez pu être 20, je pense que ça serait quand même bien passé. Donc ça, c'est une bonne chose de voir que tout part d'une éducation et qu'aujourd'hui, je pense que tous les 13 essayent de transmettre les mêmes valeurs que tes parents ont. Voilà. Voilà. Et c'est pas un monde idyllique, hein. Je suis pas en train de dire tout est parfait. Non, il faut arrêter parce que on a notre caractère, on est humain, donc voilà. Mais ce que mes parents ont transmis, c'est le respect. C'est que je peux entendre ce que tu me dis et tu peux entendre ce que tu me dis. Et si je ne suis pas en train d'entendre ce que tu me dis, on va le faire après. Parce que de toute manière, c'est ce que tu me dis qui a de la valeur. C'est pas ce que je pense de toi. C'est ce que toi, tu me dis de toi qui est important. Donc c'est tout un travail qu'on a appris qui n'est pas évident et qui a à faire. Et quand on parlera un petit peu du sujet de l'homme, on va... Donc le respect, c'est une grande valeur pour toi. Oui. Je dirais le respect, c'est plus important que l'amour. Ok. Donc il y a le respect et après l'amour. Voilà. Même si on va pouvoir les associer, on verra comment. Mais je prends un exemple très simple. Vous allez travailler, vous n'aimez pas les gens avec qui vous travaillez. Oui, c'est vrai. Mais si vous les respectez, en fait, c'est pas le deal. On est venu travailler. Non, on est venu travailler, on n'est pas venu pour s'aimer. On n'est pas venu pour s'aimer. Maintenant, voilà. Mais si on se respecte, on va voir qu'on pourra s'aimer. Ok, oui, effectivement. Parce que on se sent respecté. Il y a l'heure du travail, il y a l'heure de la sortie, il y a les conditions qu'on a prises d'être payé. Et quand tout ça c'est respectueux, mais effectivement, on est plus attentif pour le patron, plus attentif pour ses collègues, parce qu'on sait qu'on est respecté. On ne va pas te parler n'importe comment. On va pas... donc du coup, ça va nourrir des émotions qui vont laisser libre cours à l'amour. Ok. Et ça devient fondateur. D'accord. C'est vraiment, en tout cas pour moi, le respect, c'est essentiel. Donc cette notion de respect, c'est essentiel. Bon, on va un peu dépeindre ton parcours de ton enfance jusqu'au fameux respect. Et donc tu étais turbulent, donc tu as fait tes écoles, on va dire ton enfance a été où? J'ai été à Loricis, en Guadeloupe, oui, en Guadeloupe. Et après, j'étais à Bergevin. Ensuite, j'étais à Cité-Henri IV. Et on était toujours à la campagne à Petit-Bourg, à Doba. À Doba. Et à Loricis, ce qui m'a beaucoup interpellé quand j'étais à Loricis, c'est que c'était un quartier assez chaud quand même. À l'époque, c'était déjà... Ah oui, c'était chaud. Okay. Moi, j'ai vu des bagarres à Petit-Bourg, à Loricis, entre des femmes et entre des hommes. Okay. J'ai vu la femme prendre des coups de couteau au sein. Okay. Moi, ça m'a traumatisé quand j'étais petit. Okay. Vraiment, cette violence-là faite, alors que chez moi, j'ai jamais vu mon père lever la main sur ma mère. On n'a pas par contre connu ça. J'ai vu aussi des hommes qui avaient été violents
bah, prendre de l'huile chaude dans les oreilles. Ah ouais, d'accord. Oui, 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 l'oricisme m'a marqué. Marqué. Ouais, oui. Traumatisé ou marqué? Non, marqué. Non, non, j'ai plus envie. Et c'est ça que j'appelais un petit peu le respect. Quand on n'a pas de respect pour soi et pour les autres, mais on peut aller dans des dérives qui sont inextricables. Inextricables. Et moi, je me suis dit, les conséquences des comportements que j'ai vus étaient liées à quelque chose, qui était le désœuvrement et l'alcool. D'accord. Et moi, je me suis dit, mais ça n'a pas rentré dans mon corps. Je ne veux absolument pas arriver à vivre ce genre de choses. Donc, le facteur commun de tout ça, c'était l'alcool. Donc, du coup, pour moi, j'ai mis... Ah oui, vraiment. Pas d'alcool. Pas d'alcool. Okay. Ouais. Donc, tu as identifié rapidement les facteurs qui amenaient à ça. C'est ça. Et tu les as repoussés dès le début. Dès le début. Okay. Dès le début. Je me dis, ça ne peut pas rentrer... Parce que je voyais déjà la conséquence. Ou les conséquences. Okay. Tu avais quel âge quand tu as pris conscience de ça? Bon, je pense que je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Okay. Ouais, très jeune. Inconsciemment. Ouais, mais à l'âge de 5 ans, j'avais une vocation. Ok. D'accord, donc ça m'a interpellé. Je voulais être pasteur des rues. Ok. Très tôt. Très tôt, oui, ça m'a interpellé. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, la vie peut-être de mes parents ou la vie, mais ça m'a interpellé. Je savais que j'avais une mission. Tu voulais guérir voilà. Ça m'a... Mais je ne voulais pas aller dans les écoles, je voulais apprendre sur le tas. C'est pour ça que je suis vraiment autodidacte, d'accord. Okay. Ce que j'ai passé comme formation, diplôme, oui, mais c'est pas que je ne considère pas ça. Je considère, mais c'est pas... Moi, c'est vraiment, je suis un autodidacte. Voilà, j'ai été accompagné. J'ai vraiment la présence d'un accompagnement, d'accord. Certains vont dire c'est Dieu, d'autres vont dire le Saint-Esprit, d'autres vont dire ce qu'ils veulent. Moi, mais la voix tracée, mais la voix qu'on entend, audiblement, je l'entendais me parler. Ok. Et être guidé. J'entends toujours. Jusqu'à maintenant, elle est là. C'est une voix qui t'accompagne. Mais à quel moment tu as pris conscience que cette voix, que cette présence t'accompagne? Petite anecdote, on était je crois que il y avait un cyclone, il y avait quelque chose qui se passait. Et moi, je disais à mes parents, ne vous inquiétez pas, je vais prier, les choses iront. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et c'est vous dire que j'ai vu ma mère en prière et j'ai vu ses prières exaucées. Et mon père, c'est un homme qui ne savait ni lire ni écrire. Il a appris à lire et écrire avec la Bible. Ok. Et donc, il m'a vraiment montré que quand on voulait, on pouvait, avec bien sûr l'aide on croit en quoi. Hein. Et moi, je croyais un créateur. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui m'a... Cet élément-là qui m'a suivi depuis très, très, très jeune. Ok. C'était quelle religion, sans pour dire si celle-là la meilleure, mais c'était quelle religion? Ah non, je ne pense pas que c'est du tout la meilleure. Je pense que c'est une religion, mais ce n'est pas la meilleure. Ouais. C'est Adventiste. Ok. Et vous étiez très pratiquement ou c'était juste... Oui, non, très pratiquement. Ok. On se réveillait, mon père nous réveillait à 4h30 du matin, 5h pour faire le culte de famille. C'était pas de gaieté de cœur, on allait faire ça. J'imagine quand t'es enfant. Les enfants, le culte. Donc, ça a été des moments un petit peu traumatisants. Ouais. Mais pareil, ça a toujours été fait avec l'envie de partager quelque chose d'intéressant. Mon père n'était pas autoritaire, c'était pas quelqu'un qui voulait se l'imposer. Ouais. Par contre, c'était sa manière à lui de pouvoir nous transmettre l'information, prier avant le repas, prier tout ceci, faire ça, voilà. Donc, partager. Et comme c'est là où il puisait ses ressources, et mon père, c'était quelqu'un d'extrêmement violent avant de connaître la religion, avant de rencontrer le Créateur. C'est pas la religion. La religion, il est entré dedans, mais il a vraiment été impacté par ça. Okay. Et à telle enseigne, moi-même, je pensais que mon père était
bon, voilà, quoi, il était trop cool, quoi. Ouais, Moi, à un moment donné, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu bagarreur. un peu plus Ouais, ouais, violent. parce que les gens disaient des choses et bon, il était passé à autre chose. Maintenant, je comprends ça aisément. Ok. Mais C'est des discussions que tu as eues avec lui? oui, oui, des discussions que j'ai eues avec lui, des choses que j'ai vues. Ok. Et je me rappelle rapidement, on était déjà arrivé en France. Et il y avait au-dessus, il y avait un métropolitain. Il y avait aussi quelqu'un du Maghreb. Et au rez-de-chaussée, il y avait quelqu'un du Portugal. Ok. Et pour eux, mon père était vraiment méconsidéré. Mais le métropolitain avait l'impression que mon père était lâche, il avait peur. Donc il impressionnait. Et comme mon père ne disait rien, il a pensé qu'il pouvait faire. Et moi, ça m'exaspérait. J'avais envie que mon père lui mette une branlée. Quoi. Je disais, ah non, c'est quoi ça? Et mon père dit, mais non. Et puis un jour, il descend, parce qu'on avait une cave, et le gars descend à la cave, il dit, ah ouais, il voulait vraiment se la donner. Et mon père l'a mis une directe de droite. Rapide. Rapide. Même moi, j'étais étonné. Ouh! Et le gars, mais vraiment, la main de mon père faisait 3 fois ma main. Ok. Donc oui, ouais. Mais il était doux. C'était une force tranquille. Ah, mais vraiment une force tranquille. Mais il fallait pas le titiller. Non, mais il ne faut pas le titiller. Et même quand il titillait, voilà. Mais il fallait vraiment y aller. Et je vois ma mère qui est un petit peu plus, pas bagarreuse, mais plus, voilà, vindicative. Et nous aussi, on descend pour défendre notre père. Mais on était tous, wow. Finalement. Et moi, ça m'a servi parce que il a eu l'occasion, quand j'avais 17-18 ans, bon, je pensais que bon, je jouais à l'homme. Et puis, il aimait me parler. Mon père n'est pas quelqu'un qui m'a battu, machin. Enfin, vraiment. Et comme il ne m'a jamais battu, il prenait le temps de me parler. Des fois, ça me fatiguait. Je pouvais dire, ah ouais, bon, mon couple, tu veux parler. Non. Je lui manquais de respect ce jour-là. Et il m'a mis une patate. J'ai écrasé une armoire. Ah ouais. Ah non, mais c'était terminé. C'est-à-dire qu'il avait... il avait... Voilà, les choses c'est bon. C'est plus la peine d'essayer. Soit tu préfères qu'on discute bien, ou soit c'est le contraire, et puis c'est pas mon truc. En fait, ton père, c'est quelqu'un qui était très patient. Mais oui. À un moment, il va choquer pour que tu comprennes, et finalement, soit tu comprends, soit tu comprends pas. Et je me retrouve avec beaucoup de similitudes avec mon père. Beaucoup de similitudes. Ok. Donc, ton enfance en Guadeloupe, ça a duré combien de temps? Jusqu'à l'âge de 10-11 ans, quoi. Okay. Parce que ma mère étant partie en métropole, il a fallu qu'on aille la rejoindre. Ouais. Et on est tous rentrés en métropole. Ok. Et le départ de Guadeloupe à la France, ça a été difficile pour toi ou ça s'est bien passé? Pas vraiment. Moi, comme je disais à certains amis, je vais rencontrer ma maman. Donc, ça fait 1 an qu'on n'avait pas vu. Et c'est pas comme maintenant. On peut pas s'appeler aussi souvent qu'on le fait maintenant. On avait envie. Et maman, c'était maman, quoi. Ah oui. Mes 2 parents étaient là-bas. Mais principalement ma maman, avec laquelle on échangeait affectivement un peu plus. Ah ouais, moi, on était resté avec mes grandes sœurs. On a pris quelques volets de la part de mes grandes sœurs parce que pareil, on était emmerdants et puis c'était pas la même patience qu'une maman. Mais on avait des sœurs très protectrices, vraiment. Elles nous grondaient. Mais il ne fallait pas que quelqu'un nous regarde de travers ou nous touche, quoi. Parce que eux, ils avaient l'autorisation. Non. Touchez pas à nos frères et sœurs. Ok, je sens un grand esprit familial, protecteur et tout. Et ça, je trouve ça bien. Ça fait un peu comme les dynasties qui se protègent entre eux, etc. Donc, c'est une bonne chose. Donc, en arrivant en France, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu as été à l'école, évidemment, mais
tes années scolaires, comment elles se sont Les passées? années scolaires, c'est bien passé. J'avais un côté, j'aime pas l'injustice. Ok. Et à l'école, quand il y avait des injustices, que ce soit à mon égard, à l'égard d'autres personnes, moi je m'interposais, on m'avait rien demandé, mais je m'interposais. Ouais, Il y avait une jeune fille, elle a un fait justicier. quelque part. Il y a une jeune fille, elle avait fait l'opération crânienne Ok. et elle portait un casque Ouais. justement pour éviter. Et les enfants l'embêtaient et moi je prenais sa défense. Ok. Mais physiquement, il fallait me battre, je me battais. Ouais. Et ça provoquait des réactions avec le prof, avec les élèves. Donc, moi, ça ne m'a pas empêché de me battre avec mes profs, quoi. S'il fallait me battre, parce que c'était injuste ce qu'ils faisaient, moi, j'étais rentré dedans, quoi. Ah ouais. Ta carrière. Non, oui, oui, du moment que c'est une injustice, Ok. d'accord? Si c'est une justice, au contraire, moi, je n'ai rien à dire. Au contraire, Ok. même si même si je dois payer les conséquences, mais parce que voilà, c'est ok. Mais dès que c'est une injustice, en tout cas, dès que moi je qualifie d'injustice, non, enfin, non, 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 c'est bon, quoi. Ok, ok. Et qu'est-ce que. On parlait, là on parle beaucoup de relations hommes-femmes, mais qu'est-ce qui t'a marqué, on va dire, pendant cette période entre les hommes et les femmes? Je sais que c'est à partir du collège qu'on commence à essayer de se découvrir, qu'on découvre, on va dire, qui est l'autre et qu'on a envie de découvrir qui est l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? J'ai la chance ou la malchance, ça dépend comment on l'interprète, Ouais. mais j'ai 8 sœurs. Ok. Donc, Ah, donc tu savais. T'avais les secrets. donc, en tout cas, on croit savoir. Ouais. D'accord. Entre savoir de ses sœurs et ensuite découvrir, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on a eu une approche. Et comme mes sœurs avaient des copines, c'est plus facile pour moi de pouvoir avoir accès aux amis de ma sœur. Parce que moi, elle venait à la maison, on pouvait, c'était plus évident pour moi d'avoir ce côté féminin, ce regard. J'avais aussi beaucoup de cousines avec lesquelles je pense qu'on a joué au papa, maman, des trucs qu'on a fait, des trucs d'enfants, quoi. Mais c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'était bon enfant. Voilà, c'est vraiment cette période-là où on dormait tous dans une grande chambre. J'allais chez mes oncles et tantes, mais pendant les vacances, on mettait un grand matelas par terre ou simplement une natte par terre, on dormait. On était dans une famille très modeste, hein. Donc mais il n'y avait pas de débordement, d'accord? On dormait, garçon, fille, bon, voilà, tranquillement. Il n'y avait pas tout ce qu'on peut découvrir aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus l'absence de certaines choses, malgré tout, parce que c'est pas un monde idéal, c'est pas un monde idyllique. Donc on a appris, on a fait des erreurs, on a appris aussi. Mais c'était pas autant accentué qu'aujourd'hui, parce qu'on jouait avec des choses qu'on inventait nous-mêmes, donc on n'était pas que branché télévision, on était branché sexe, tout ça, ça se faisait, parce que bon, on découvrait notre corps, tu vois, mais c'était pas avec autant d'acuité. Les livres n'étaient pas aussi accessibles, donc ce sont nos grands frères qui avaient un livre comme ça, avec une image, un magazine, mais bon, c'était pas aussi répandu que maintenant. Ok. Donc en gros, tu as eu, on va dire, un apprentissage auprès de tes sœurs et tes cousines, donc tu as compris qu'est-ce qu'était un peu le sexe opposé. Enfin, tu pensais comprendre ce que c'était, et finalement, donc ça te permettait d'avoir, on va dire, quelques aptitudes en plus que les autres quand tu étais à l'école. Okay. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tu étais un grand séducteur à l'école. Ouais, avec mes 1m83, oui. Oui, j'étais, je dirais pas par la force des choses, mais j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé, j'avais un souci quand j'étais plus jeune, c'est que j'étais bègue. Ok. Donc, de temps en temps, ça se ressent encore, mais, et quand je parlais, je butais sur les mots. Donc, il a fallu trouver des stratégies de contournement. Donc, je me suis mis à lire le dictionnaire. Donc, pour connaître les homonymes, les synonymes, les machins, donc du coup, mon langage était
riche. Riche, voilà. Mon langage était riche et j'aimais entendre mon père parler de philosophie, parler de théologie, et moi ça me plaisait. J'avais tous les samedis, j'entendais les prédications, j'avais des tournures de phrases, il y avait des choses qui étaient vraiment de qualité, il y avait des prédications, il y a des gens qui venaient des États-Unis, des gens qui venaient un peu partout, donc il y avait un foisonnement de discours qui ont créé un petit peu mon imaginaire et mon savoir. Et moi, j'aime ça. J'aime vraiment écouter quand c'est intelligent, écouter. J'aime pas, mais ça ne m'interpelle pas quand on crée, quand tu vois, un peu à l'américaine, des choses. Non, moi j'aimais bien un petit peu le discours, un petit peu à la française, où on va insister sur la qualité de ce qu'on dit et pas la force qu'on met à le dire. T'aimes bien tout ce qui est trait à la rhétorique et toutes ces choses-là. Absolument. Ok. Et donc là, on est au collège. Donc après le collège, quelle a été ton orientation? Mais j'ai vu mon orientation, comme je ne voulais pas poursuivre les études, donc j'ai dit à ma mère que j'ai arrêté. Elle m'a dit, ok, si tu arrêtes, mais il faut que tu trouves quelque chose à faire. Tu ne seras pas à la maison, tu ne faisais rien. Non, c'était pas... C'est pas négociable. Non. À un moment donné, je me suis dit, quelle aurait tu me peux insister pour me pousser un petit peu à l'étude. Mais non, fondamentalement, je n'avais pas envie. J'avais envie de me construire moi-même. Mais c'est avec l'expérience autour. Donc j'ai un frère qui était dans le domaine de la décoration d'un bâtiment. Je travaillais avec lui. Et moi, ça m'a plu parce que il m'apprenait énormément de choses, d'accord? Donc, je n'ai pas fait l'école de formation pour être peintre, décorateur et tout ça, mais j'ai appris vraiment avec lui. Sur le tas. Sur le tas. Ok, avec ton frère, la bienveillance. Oui, mais mon grand frère, jusqu'à maintenant, on est en très bon terme. C'est quelqu'un que j'affectionne. Il a son tempérament comme moi-même, mais de temps en temps, je lui dis, mais c'est toi qui m'as appris à ça. La propreté, la finition, c'est... Et quand il faisait des chantiers, quand je voyais comment on finissait, comment on nettoyait ça, Donc je n'aimais pas le bâtiment, j'aimais le résultat que ça donnait. Ok. Voilà. Okay. Moi, c'est ça. Moi, c'est souvent ça qui... Le processus. Exactement. Mais c'est exactement ça. J'aime le processus. Okay. J'aime vraiment la finalité. D'accord? D'accord. Donc, c'est ça la finalité. Ok, mais s'il faut faire ça pour arriver là, il n'y a pas de problème. Okay. On le fait parce qu'à la fin, il faut que ça soit. Faut que ce soit beau. Ok. Donc, tu as commencé par la peinture. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je me suis intéressé à la protection incendie, parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé. Ouais. Okay. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Excusez-moi. Et pareil, on devait me positionner comme chef d'agence, mais comme avec ma communauté adventiste, donc c'était le samedi qu'il y avait les visites, pas les visites, mais les réunions de consolidation d'équipe. Donc ça n'a pas pu se faire. Donc je suis passé à autre chose après, tout simplement. Okay. Alors, donc j'ai été travailler avec quelqu'un qui sur tout ce qui est filtration. Voilà. Et moi je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et il m'a appris tout ce qui est filtration, l'osmoseur, les dynamiseurs, tout ce qui est comment ça s'appelle encore, des adoucisseurs, tout ce qui concerne de l'eau. Ouais. Et comme je suis curieux, j'ai été chercher plus d'informations qu'il me donnait. Et dessus, j'ai trouvé des informations que je suis venu leur porter parce qu'on vendait un appareil. Et moi, ça ne me suffisait pas. Parce que si je vends quelque chose, il faut que je comprenne toujours comment ça fonctionne. Ouais. Et quels sont les résultats qu'on peut obtenir. D'accord? Donc oui, tu m'as vendu ça, oui, mais après, c'est quoi? C'est pas juste, ah oui, c'est bien. Non, pourquoi c'est bien? Et là, j'ai cherché, j'ai vraiment trouvé des documents suffisamment sérieux sur la mémoire de l'eau, la dynamique de l'eau, le pouvoir curatif de l'eau.
Donc, quand j'ai porté ça pour eux, ils n'en revenaient pas, quoi. Ouais. Et moi, chaque fois, je achetais des bouquins pour pouvoir bien comprendre. Et je suis arrivé sur quelque chose qui était vraiment intéressant, ça s'appelle la bioélectronique, d'accord, biodynamique de l'eau, qui a été pour moi une Bible. Ah oui, Ok. je ne savais pas encore ça allait créer autant de fondements, d'accord, dans mes choix pour la santé. Ce sont trois critères qui sont importants. On a l'occasion de les évoquer. C'est le pH, le, le phénomène redox et l'OMS, d'accord, l'énergie vibratoire qu'il y a dans la matière. Et là, quand on a ces trois éléments-là, on peut définir mais quels sont les principes actifs qui sont les plus importants, tu vois. Okay. Et c'est toujours aimer de comprendre. D'accord. Aller dans le pourquoi du comment. Okay? Moi, ça ne me suffit pas comme dire c'est comme non, pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui fait que Qu'est-ce qui amène à ça? C'est quoi les résultats qui amènent à ça? Exactement. Et il y a une phrase que j'ai trouvée qui m'a beaucoup plu, elle n'est pas de moi, je l'ai dit souvent, c'est que l'eau n'est pas bonne pour ce qu'elle apporte, mais pour ce qu'elle emporte. Ouais, tu m'en avais parlé. Donc, moins que l'eau chargée, quand elle rentre dans le corps, plus qu'elle va nettoyer et drainer. D'accord. Okay. Et plus que l'eau est pure, plus qu'elle va vraiment porter l'énergie et récupérer les déchets et créer une meilleure élimination. Ok. En fait, l'eau, ça sert à nettoyer. Souvent, on fait l'erreur ou pas de dire que l'eau, justement, c'est fait pour se désaltérer quand tu as soif, etc. Mais en fait, c'est un réel élément de nettoyage du corps. C'est ça. Ok. Sa fonctionnalité première, c'est nettoyer le corps. Et comme elle a une dimension électrique, d'accord, elle porte une charge, d'accord. Donc on va faire un échange d'ions à l'intérieur de notre organisme. C'est pour ça qu'elle doit être la plus pure possible et la moins chargée possible. Et comme ça va faire vraiment un échange. Elle va poser son énergie, elle va récupérer les déchets, elle va l'éliminer dans les selles, dans la salive, dans l'urine et tout ça. Et toute la cellule, le plasma sanguin, les hémoglobines, tout ça vont pouvoir nettoyer. Parce que notre corps est constitué de 80% d'eau. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, on nous dit souvent. Mais on ne nous explique pas réellement tout ce que tu viens d'expliquer, que l'eau fait un échange dans le corps et que sa fonctionnalité première, c'est de nettoyer tout ce qu'il y a dans le corps. Et nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur. On appelle ça intracellulaire, extracellulaire. Okay? Donc quand elle rentre dans la cellule, elle va nettoyer, surtout porter de l'énergie aux mitochondries. Okay? C'est vraiment notre base énergétique, d'accord, de la cellule. Une fois que c'est fait, la cellule elle-même fera son travail. D'accord? C'est comme si tu mettais de l'essence, et l'essence fait que la voiture se développe. Ouais. Ce n'est pas l'essence qui fait bouger la voiture. Ouais. L'essence, c'est simplement ce qui permet au moteur de fonctionner, mais c'est tout notre système. Mais s'il n'y a pas d'essence, tout le reste peut être là. Ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Ok. Donc ça, c'est on va dire, la première base, on va dire, qui t'a amené jusqu'à où on va. Donc de comprendre l'eau, à quoi ça sert, etc. Par la suite, qu'est-ce que tu as fait? J'étais dans mes démarches, parce que comme j'ai expliqué à un moment donné, quand j'ai eu ma première fille, elle avait... quand j'ai eu ma première fille, elle a eu une allergie et ça m'a interpellé. Et par les connaissances que j'avais découvertes, j'ai dit, bon, il y a une raison. C'est pas simplement comme ça, il y a une raison. Et donc là, j'ai cherché. J'ai trouvé, pareil, des documents. J'ai trouvé aussi des médecins qui m'ont expliqué le lait de soja, comparativement le lait de vache. Le lait de vache, tout ce qui est un HIT, tout ce qui est inflammatoire, provient effectivement des produits laitiers, okay, qui est vraiment une infection, quoi. Donc, professeur Joyeux en parle mieux que moi. Ouais. Okay. Mais c'est pas lui qui m'a permis d'arriver à là, parce que j'ai cherché vraiment avant et je l'ai expérimenté. Okay. Et j'ai vu que chaque fois que ma fille ne consommait pas des produits laitiers, des yaourts, du fromage, tout ça, elle n'avait jamais de problème de rhinite, rhinopharyngite, tout ce qui est en HIT là, les inflammations, elle n'avait pas.
Et quand elle partait chez la famille et qu'ils avaient voulu manger son yaourt, quand elle rentrait, je savais que bon, il y avait quelque chose. Quoi. Okay. Donc c'est vraiment de fil en aiguille. Et et au sein de la communauté que je fréquentais à l'époque, les Adventistes du 7e jour, ils ont un concept de restauration aux États-Unis, en Angleterre, partout, ça s'appelle le country life. Okay. Le country life, tu vis en campagne et tu viens travailler en ville. Et ce que tu produis à la campagne, à la ferme, tu viens le vendre en ville. Okay. Et c'était une alimentation végétarienne et on faisait 300 couverts au jour. Et c'est là que j'ai appris encore d'autres éléments pratiques. D'accord ? Il y a des choses que j'ai lues, mais là c'était vraiment la pratique. Il y avait différents professionnels qui venaient, préparaient. On avait des viandes dites végétales qu'ils préparaient. On avait une variété de crudités, on avait une variété de plats. Et tous les jours, il fallait faire au moins 300 pour 300 personnes. Okay. On était à Opéra, c'est vraiment un très beau quartier, près de... C'est la rue d'Onou. Et moi, c'est des souvenirs qui sont indélébiles, quoi. Vraiment. Okay. Et là, je me dis, ok, bon, ce qui manquait dans tout ça, c'est cette chaleur humaine que nous avons les Antilles. Ouais. Moi, je sentais qu'il devait avoir... Ouais, il manquait quelque chose. Il manquait un petit peu de... comment dire, il manquait un peu d'exotique. Un peu d'exotique, oui, c'est vrai, un peu d'exotique. Ouais. Alors, je me suis dit que le jour que je vais rentrer au pays, donc même si je pensais rester à Paris tout le temps, mais j'ai fini par rentrer au pays, mais avec tout ce que j'avais pris comme formation, comme information, comme recherche. Donc ça a vraiment nourri énormément de choses. Et en tant que personne, mais aussi, j'apprenais plein de choses. J'ai fait pas mal pas d'erreurs, beaucoup d'expériences en tant qu'homme. Ouais. Là, en tant que père de famille, mais en tant qu'époux et en tant qu'homme, je pense que j'ai pas... Mes expériences n'ont pas toujours été très simples. Okay. Donc, avec mon épouse, avec d'autres femmes. Donc c'est quand on s'oriente à avoir une grande mission, mais on a autant de difficultés qui naissent, c'est comme si on voulait occulter la mission au travers de tout ce qui arrive. Okay. Mais ce qui était important, c'est que la voix me disait, t'inquiète, ça va se passer. C'est une expérience. Okay. Et par contre, il fallait transmettre l'information à l'autre, aux autres, mais ce n'était pas quelque chose d'évident. Parce que avoir des sœurs, avoir une maman, avoir des nièces, avoir des cousines, c'est pas comme si d'avoir une épouse. Ouais, d'accord ? Parce que c'est pas pareil. Parce qu'il y a ce qu'elle désire, il y a ce que moi je désire quand j'ai rencontré cette personne avec qui je vis maintenant, qui est mon épouse, plus de 40 ans. C'était pas une mince affaire, parce que moi je voulais qu'elle soit, qu'elle me rende heureux. Ouais. Et je voulais qu'elle puisse me porter le bonheur dont j'avais besoin. D'accord ? Mais non, quoi. Et donc, du coup, je n'avais pas cette formation d'être époux. Elle n'avait pas la formation d'être épouse. Même si au sein de la communauté qu'on vivait, il y avait des choses qui étaient dites, mais entre ce qui est dit, ce qui est fait, l'interaction qu'il y a dans ton corps, mais ce n'était pas du tout évident. Okay. Mais pareil, comme je n'ai pas les réponses, j'ai été chercher, j'ai été lire, je me suis renseigné. Ouais. J'ai vraiment pris le temps d'aller lire, d'aller comprendre, de faire des formations, pour comprendre le mécanisme. Et là, j'ai vu qu'on est vraiment, vraiment opposés, hommes et femmes. Okay. À tous les niveaux. Okay. À tous les niveaux. Okay. Mais avant, donc là on a raté un peu une étape, avant justement ta femme, quel type d'homme t'étais ? Donc
tu as été l'homme un peu don Juan, un peu machin au collège, on va dire. Après, on va dire que tu n'as pas eu le lycée, mais après, je pense que tu as continué ce cheminement. Mais quel type d'homme tu as été avant de rencontrer ta femme? Ah, mais je m'ai joué beau gosse, quoi. J'étais Tu as vraiment. continué ton cheminement Oui, 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 vraiment. Ouais. Je l'ai perfectionné. Ok. Et j'étais je sais pas, au summum de la séduction. Ouais. Ok? Mais tu étais Je- très bon. Comment? Tu n'étais pas au summum, mais tu étais très bon. Oui, oui, oui. J'étais très bon. Et j'étais conscient que j'étais très bon. Ok. Tu savais, tu avais Oui, confiance en toi. oui, voilà. Et j'en usais, Ok. j'en usais. Et euh, je sais- euh, comment dire ça? Je savais que j'avais pas envie de me poser. Ok. Donc quand j'étais avec une personne, c'était pas pour me poser, c'était pas encore le moment de me poser. Ouais. Mais j'ai une chose qui était certaine dans ma tête, c'est que je voulais pas avoir d'enfant sans d'avoir une personne, vraiment, d'accord? Sans avoir la maman, sans avoir les conditions requises pour que ça se fasse, d'accord? Déjà d'une manière intrinsèque, j'ai vu certaines choses dans ma propre famille, avoir des enfants sans avoir le papa, sans avoir la Ouais. maman, tout Qu'est-ce ça, que ça peut que donner? ça peut donner. Moi, c'est pas le schéma, ok? Je ne jugeais pas les gens, mais ça m'a permis d'avoir des poteaux indicateurs. Ok. Ok. Tu avais certaines limites. Voilà, c'était une limite. Donc, j'étais très, très attentif quand, en tant que séducteur, donc de savoir si j'ai fait quelque chose, j'observe pour savoir s'il n'y a pas une transformation de l'individu, Ouais. combien cacher une grossesse, que je sais pas. Ouais. Non, non, j'étais assez négatif. Ok. Donc, tu étais on va dire, t'étais un séducteur. Tu faisais, entre guillemets, de tes charmes pour arriver à tes fins, entre guillemets, on va dire ça. Et à un moment, tu m'avais parlé une fois d'une souffrance que tu as ressentie par rapport à ça. Oui, alors, c'est, il y a plusieurs étapes, parce que c'est vrai que quand, à l'adolescence, j'ai, non même, je commençais à être un homme, euh, il y a une relation qui est un peu mal tournée avec une personne justement qui était une promise, Mhm. et on était ensemble. On s'entendait très bien, tout allait merveilleusement. Et je pars un mercredi soir de chez elle, de chez ses parents. Et moi, j'attendais qu'elle m'appelle pour me dire moi, je t'ai pas vu cette semaine, je t'ai pas vu deux semaines, Ouais. j'ai pas vu. Il s'est écoulé 2 ans, Sans silence radio. silence Rien. radio. Et moi, pendant longtemps, j'ai attendu qu'elle ait envie de me voir, quoi, que Ouais. tu sois. Et elle n'a pas voulu me déranger, et moi, je n'ai pas voulu la déranger. Ok. Et alors qu'on s'aimait tous les deux. Donc, ce sentiment euh, d'abandon m'a profondément touché, Ok. vraiment. Donc, du coup, j'étais sur mes gardes quand on me disait que l'on m'aimait. Ok. Ça t'a beaucoup marqué. Ah oui, oui, ça a joué un rôle vraiment, mais sans que je le comprenne. Ok. C'est par la suite que j'ai compris ça. Ok. Donc, la peur de l'engagement, la peur de pouvoir se laisser aimer et la peur d'aimer. Ok. Et ça, c'était vraiment très, très, très traumatisant. Ok. M- Mais j'en ai fait fi parce que je l'ai plutôt. euh, c'est comme si on cauterisait quelque chose dans son cerveau. Ok, ouais. Ok. Euh, C'était un déni. Ok. Mhm. Mais je ne savais pas que c'était quelque chose qui s'était inscrit en profondeur en moi. Ça a un impact sur Ah toi. oui, 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 complètement, complètement, complètement. Ça a été, euh, et c'est pour ça que certaines expériences que j'ai faites après étaient justement pour pouvoir voir si on avait vraiment envie de moi.
Ok, ok, D'accord? ok, Ok? Parce que tu, tu, tu espères, tu attends. Mais là où est ta faiblesse, moi je travaille toujours ça, de façon que ça soit, devienne quelque chose qui soit beaucoup plus fort. ok. Ok. D'accord? Parce qu'il faut que je comprenne. Ouais, ouais, ouais. Il faut que je comprenne. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup invoqué celui en qui je crois, Mhm. pour me comprendre, parce que je ne m'estimais pas victime. Je disais qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais je suis autant bourreau que victime, quoi. Ouais, Ok? Parce que ouais, moi non plus, je n'ai pas appelé. Et 2 ans après, lorsqu'on a fait le point, mais bon, mais il s'était passé plein de choses. Donc, ok? Voilà. Et c'est et c'est- et c'est- et c'est pour ça que les séquelles, les blessures sont très très importantes. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui va aussi cimenter, parce qu'on va chercher à comprendre. ouais. On va chercher à savoir le pourquoi du comment. Ok? Et ça vous permet, moi ça m'a permis d'aller au plus profond de moi. Parce que c'était moi et moi. Mhm. C'était pas moi et quelqu'un d'autre. C'était moi. Donc il fallait que je trouve la solution à l'intérieur de moi. Ok. Je ne vais pas le trouver dans quelqu'un d'autre. Et comment tu savais que la solution était à l'intérieur de toi? Bah, c'est que en tant qu'homme, on se retourne dans notre caverne pour pouvoir réfléchir, pour Mhm. pouvoir parler Ouais. et trouver des solutions. Mais comme je te disais, j'ai beaucoup lu. Mhm. Et ce que je peux vraiment conseiller, c'est de lire. C'est Mhm. vraiment de se cultiver. Quel type de livre t'as lu pour ça? Alors, j'ai lu des livres physio, des livres psycho, des livres. Par exemple, j'aime beaucoup pas mal de choses scientifiques, mais c'est surtout des livres qui te disent euh, la philosophie. J'ai lu des livres aussi théologiques, Ok. parce qu'on parle un petit peu de ceux qui nous ont précédés. Mhm. On a l'exemple de Job, l'exemple de Joseph, l'exemple de Jacob. Donc, on fait des similitudes. Ouais. Et comme au sein de la communauté, on est toujours dans l'étude, mais ça permet d'un peu de nourrir ça. Et quand on le vit, mais on devient le personnage central. Mhm. Ok? Et on voit que l'homme fait toujours une démarche personnelle avec son créateur. Ok. Et c'est là qu'il comprend effectivement ce n'est pas le problème des autres, c'est son problème. Et où, pour moi, où le créateur dit, bon ben voilà, je suis présent. Donc si vous avez besoin, ben, je suis à l'intérieur de vous. Mhm. Donc si je suis en vous, ben, mes pouvoirs sont les vôtres. Ma paix, c'est la vôtre. Mon amour, c'est la vôtre. Donc euh, par, euh, par mimétisme ou par foi, je vais puiser dedans. Et moi, ça m'a beaucoup servi. Ok. Les souffrances m'ont amené, je dirais, à genoux vers lui, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Donc là où ça aurait pu me rendre amer, me rendre violent, bah, parce que j'ai sentais parce que j'ai en moi cette partie d'homme-là, comme un peu mon Ouais. père, on a cette violence au fond de soi-même, mais qui met en feu violence avec soi, c'est pas violence sur les autres. Comme Mhm. mes enfants, je les ai très peu grondés, d'accord. J'ai pas eu levé la main sur mon épouse depuis le temps qu'on vit ensemble. C'est pas pour autant que j'ai pas pensé. Ouais, ouais, C'est pas ouais. pour autant que l'impulsion était présente. Mhm. D'accord? Mais et c'est ça, c'est que et je remercie euh, cette femme de m'avoir pas appelé pendant 2 ans. Ok. Maintenant, 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 à l'époque, non. gars, J'imagine. non, à l'époque, Ouais. non. Ok. Et maintenant, parce qu'en fin de compte, ce sont les blessures, comme j'ai dit, Mhm. qui nous rendent forts. C'est des leçons. Si, voilà, si on prend le temps d'aller chercher la cause, chercher en profondeur, voilà, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, et qu'est-ce que ça peut m'enseigner de moi, d'accord? Aussi m'enseigner de l'autre, mais pour l'instant, c'est toi qui vis. Et ne tiens pas en cause l'autre, d'accord? C'est pas évident tout de suite, mais après, lorsqu'on comprend, mais ce que tu as vécu, c'est ce qui fait ton ciment. Mhm. Et
moi, j'avais cette voix. Quand je me, quand je me perdais dans ma peine, ben, ça m'est arrivé d'avoir d'autres personnes dans ma vie, même en étant marié. Mais parce que j'étais en train de, 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 de perturber plus profond. Donc, je cherche de l'aide que tu ne peux, pour moi, qu'on a du mal à trouver avec celle qui est là. Parce qu'on a envie d'extérioriser. Mais on n'a pas envie d'extérioriser avec la personne qui est tout proche parce qu'on a au moins envie d'être accepté. Et si on dit trop de choses, on ne sera peut-être pas accepté. Donc, on a envie de les dire ailleurs. Mais on se rend bien compte qu'on est en perdition. Et c'est comme nous, en Guadeloupe, quand on joue au cerf-volant, nous en ripage, puis de là, ça. Et moi, je sentais bien que j'étais plus paumé que séducteur. Ok. Je prêtais le flanc, oui, mais non, je sentais bien que c'est pas ça que je voulais. Au fond de moi-même, j'avais besoin de quelque chose de stable, quelque chose qui voilà. Mais je sais pas comment. Je sais pas comment faire. Et pourtant, j'étais dans une communauté religieuse, j'étais avec, j'avais des parents qui m'aimaient, mais c'était moi. J'avais besoin de descendre dans ces abysses, d'accord, et de voir le côté sombre de moi-même, ok, pour pouvoir un jour remonter. Et c'est pour ça, quelquefois, c'est important de laisser l'autre arriver à toucher le fond, vraiment à toucher le fond. Et quand on touche le fond, on décide de rester au fond ou de monter. Et là, en remontant, mais on s'aperçoit qu'on est différent. On a fait une expérience. Voilà. Et puis des fois, on va peut-être toucher le fond plusieurs fois. Aussi. D'accord? Dans d'autres circonstances. Mais on va toucher le fond. Et c'est pour ça que moi, la relation au mariage, à la femme, c'est tout à fait différent. Parce que, en fin de compte, on a besoin de se construire et on fait des promesses qu'on est incapable de tenir. Parce que l'éducation fait qu'on a le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on va penser. Mais en fin de compte, on vit beaucoup pour l'extérieur. On vit très peu pour l'intérieur. Donc, et quand on commence à vivre en vérité, c'est dérangeant parce que... Et moi, j'ai vu des gens vivre en vérité. Au début, ça me dérangeait. Mais après, je dis aux gars, ouais, gardez le courage, quoi. Tu es ce que tu veux être. Les gens t'acceptent pas, c'est pas grave. Mais on sait quand c'est Stéphane, quoi. Il aime s'habiller comme ça, il aime manger comme ça. C'est Stéphane. Et tu prends pas, c'est pas grave. Il veut manger avec sa main, il mange avec sa main. J'ai pas dit que Stéphane mangeait avec sa main, c'est juste une anecdote. Ça arrive, pas tout le temps. Et moi, tout ça là, ce sont des choses qui m'ont poussé à aller chercher. C'est pour ça que je dis, fondamentalement, je ne me suis pas fait seul, je me suis fait avec le Créateur m'a fait, mais il y a eu ma collaboration. Et comme je ne suis pas saint, je me soumets pas facilement, donc il faut que je sois à l'évidence pour me soumettre.